Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, qui parle des pathologies des carnivores domestiques, aujourd'hui on va discuter sur un sujet très intéressant qui fait partie ou qui représente plutôt un pourcentage très élevé en consultation en médecine interne des carnivores domestiques, c'est les troubles digestifs chez le chien et le chat. Et plus précisément, je vais parler durant cette vidéo d'un trouble digestif qui est très connu et aussi souvent très mal interprété. C'est bien sûr le syndrome des diarrhées et des vomissements. Donc je vais dans cette vidéo essentiellement parler de cette première partie, c'est les diarrhées chez les carnivores domestiques ou chez le chat et le chien. Alors, si on veut commencer comme d'habitude, on va expliquer ce syndrome diarrhéique sur le plan symptomatologique. Quels sont les paramètres cliniques très importants ou ce qu'on appelle même des objectifs cliniques à atteindre durant la consultation de l'animal en question. Donc sur le plan anamnésique, synthèse anamnésique, sur le plan clinique, une synthèse clinique et sur le plan hypothétique, une synthèse diagnostique clinique qui va nous permettre, donc ces trois paramètres importants vont nous permettre de nous focaliser sur une étiologie principale et de traiter non seulement l'étiologie inductrice de ce syndrome diarrhéique et d'une autre part traiter la diarrhée comme étant un symptôme qui peut s'aggraver d'une façon importante et rapidement, qui peut évoluer vers un état de déshydratation important et d'un état de choc si aucun traitement de symptomatique, d'entretien ou de soutien n'a été administré à l'animal. Donc, par définition, si on veut définir un syndrome diarrhéique, c'est tout bête, si on peut dire, c'est une augmentation de la fréquence d'émission des selles, donc des matières fécales, associées ou non, accompagnées ou non, donc de leur teneur en eau. Et accompagné ou non de leur volume, c'est-à-dire c'est une augmentation de la fréquence d'émission, donc l'animal éprouve un besoin très fréquent de déféquer. Habituellement, au lieu de déféquer une fois par jour, par exemple, et le propriétaire connaît bien son animal, à un moment bien précis, l'animal ici, contrairement, qui est atteint d'un syndrome diarrhéique, c'est qu'il éprouve un besoin très important et impérieux de déféquer plus fréquemment. Donc, si on peut dire, il ne se contrôle pas. Ça, c'est d'une part, on parle d'une fréquence durant les 24 heures, et une augmentation de la teneur en eau des matières fécales, des matières fécales fortement liquides ou des matières fécales pâteuses. Donc généralement, la quantité d'eau perdue par les matières fécales varie. On peut ajouter une autre chose, une augmentation de leur volume. C'est pour cette raison que des fois il y a des diarrhées spectaculaires ou l'émission d'une quantité d'un volume très important de matière fécale, ou au contraire, il peut y avoir un syndrome diarrhéique, mais la quantité qui est émise à chaque fois n'est pas assez volumineuse. Entre parenthèses, il ne faut pas tomber dans le piège clinique, il faut noter également que les matières fécales, sur le plan aspect, couleur, odeur et volume, elles peuvent varier également en fonction du type alimentaire et des habitudes, si je peux dire, du comportement alimentaire de l'animal et des habitudes alimentaires de l'animal. Sur le plan quantité, qualité, nature de l'aliment qui est donné à l'animal et bien sûr le rythme de distribution de cette alimentation. Vous avez tous que la majeure partie des propriétaires, soit ils se focalisent sur un aliment typiquement industriel qui est généralement connu sous le nom des croquettes, soit sur un aliment fait maison. Généralement, et il y a une certaine catégorie de propriétaires également qui se focalisent sur une alimentation un petit peu particulière et un peu bizarre et qui n'est pas du tout hygiénique pour l'animal et pour la santé de l'animal. C'est bien les déchets de restauration ou les déchets de boulangerie ou des déchets de restauration ou des déchets de boucherie qui sont administrés fortuitement à l'animal, ce qui cause ce qu'on appelle des désordres graves. Soit c'est des fois, plutôt des fois je vais dire plus fréquemment, dans la majeure partie des cas, il s'agit d'une nature alimentaire ou d'une qualité particulière de l'aliment qui peut induire d'une façon
permanente ou transitoire un syndrome diarrhéique. Donc j'ai ouvert cette parenthèse, c'est juste pour vous dire que c'est pas toujours diarrhée égale à l'existence d'une infection, d'une infestation parasitaire ou d'une lésion au niveau de tel ou tel organe. Donc, il faut chercher avant tout dans les préliminaires qui sont généralement le mode de distribution de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, donc sans oublier également la prise d'eau. Est-ce que l'animal a de l'eau à volonté? Est-ce que la quantité d'eau absorbée par l'animal est équivalente ou je veux dire elle compense ce qu'on appelle la qualité de la matière? Donc un animal qui se nourrit trop en croquettes, vous savez tous que les croquettes c'est un aliment sec. Autrement dit, ça demande à l'animal de boire beaucoup d'eau. Donc si par exemple cet animal n'a pas un accès à l'eau d'une façon permanente et d'une façon habituelle, cela peut se retentir sur son fonctionnement digestif et se traduira par la suite soit par des intolérances digestives et de mauvaise digestion, donc qui se traduit par des vomissements, soit au contraire par une mauvaise digestion, un déséquilibre alimentaire, plutôt bactérien de la flore intestinale, ce qui va se traduire par des diarrhées. Donc il faut aller avant tout vers les choses les plus simples, les plus abordables et puis passer par la suite donc vers les choses les plus compliquées. Donc on va revenir sur ça au cours, ce qu'on appelle du diagnostic. Donc, je vais passer par la suite à l'examen clinique ou la symptomatologie. Donc, il faut faire attention que face à un animal qui présente une diarrhée, il y a certaines questions que le clinicien doit se poser lui-même. Ou posez-vous la question, donc, est-ce que cette diarrhée, donc, elle est aiguë ou chronique? Cela veut dire qu'on va se baser sur la durée d'évolution. Et deuxièmement, la deuxième question qu'on va se poser, c'est que quelle est l'origine de ce trouble? Je veux dire l'origine de ce trouble, je ne parle pas ici de l'étiologie qui a induit ça, mais beaucoup plus, est-ce que cette diarrhée, elle a une origine, une atteinte directe ou indirecte de l'intestin grêle ou une atteinte directe ou indirecte du côlon? Yani l'origine. Donc, elle vient d'où? Soit c'est un trouble au niveau de l'intestin grêle, soit c'est un trouble au niveau du côlon. Ou, en troisième lieu, est-ce que c'est une diarrhée qui n'a pas aucune relation avec une atteinte tissulaire, je veux dire de l'intestin grêle ou du côlon, mais c'est un désordre donc métabolique, c'est un désordre digestif qui a été induit par des organes donc intestinaux. Ça veut dire que soit c'est un organe qui intervient directement dans la digestion, par exemple le foie, la vésicule biliaire, soit c'est un organe qui intervient aussi donc en complémentaire pour la digestion de certaines matières, par exemple le pancréas, soit c'est un organe qui est complètement hors de la digestion et qui n'intervient en aucun cas dans la digestion, mais il a causé des désordres métaboliques qui ont modifié par exemple la composition donc du liquide, du suc intestinal ou du suc gastrique. Par exemple, je vous cite un exemple très connu, celui de l'insuffisance rénale chronique, donc où il y a une surcharge urémique et cette urée avec l'acide propionique, je pense, donc il va être libéré au niveau donc de l'intestin et de l'estomac d'une façon anormale et qui va provoquer ces désordres digestifs. Donc tout dépend de votre exploration clinique. Je parle toujours de la méthodologie donc toujours habituelle qui ne change en aucun cas. Ça ne veut pas dire que l'animal présente une diarrhée, on va directement examiner le système digestif et on va lui donner toute l'importance durant toute la consultation. Mais non, on commence généralement par tout ce qui est anamnèse, tout ce qui est examen clinique de différents secteurs, de différents organes, puis on va donner un intérêt un peu plus particulier à l'intestin ou au système digestif en général. Donc c'est pour que votre conclusion soit logique et bien fondée sur le plan clinique et sur le plan physio-pathologique. Donc, je vais partir, donc c'est pour cette raison, donc si on se base sur la durée d'évolution et l'origine du trouble, est-ce que c'est l'intestin grêle ou le gros intestin, ou une origine extra complètement digestive? Donc c'est pour cette raison, donc on va répondre à ces questions.
Comment répondre à ces questions? L'anamnèse va garder toute son importance. Donc, l'anamnèse, l'examen clinique vont permettre de répondre à ces deux questions importantes. Donc, la diarrhée aiguë est une diarrhée d'apparition récente. Elle est brutale. Elle peut avoir comme origine une atteinte de l'intestin grêle ou celle du côlon. Donc, une entérite, une entéropathie ou une colite, une colopathie. Elle s'accompagne souvent d'une forte altération de l'état général, d'une fièvre, d'une prostration, d'une anorexie, d'une polydepsie, d'une déshydratation qui s'installe rapidement, déshydratation extracellulaire et qui peut évoluer vers une déshydratation globale, voire même un état de choc dans les cas graves. Donc là, c'est pour cette raison, donc là, on parle d'une diarrhée aiguë. Par contre, la diarrhée chronique, c'est une différence. Avant tout, elle est caractérisée par sa persistance, c'est-à-dire qu'elle persiste dans le temps. Donc, un propriétaire qui va vous dire que mon chat présente une diarrhée qui peut être permanente tous les jours ou intermittente, mais elle a le caractère d'être persistante. Il va vous dire qu'il a ce syndrome depuis 15 jours, depuis 1 mois, depuis 2 mois. Là, on est directement dans la chronicité. Donc, elle est caractérisée par sa persistance dans le temps, donc évolution plus ou moins, donc généralement plus d'1 mois, soit d'une façon continue, c'est-à-dire je vais vous dire que ce chat-là a une diarrhée tous les jours, soit d'une façon discontinue. Donc il y a certains jours où tout va bien, il y a certains jours où il est pris de ce symptôme. Soit d'une façon, voilà, récidivante. Donc là, on peut dire, donc si elle est continue, on parle de diarrhée chronique vraie. Si elle est discontinue ou intermittente, on parle d'une diarrhée chronique récidivante. Généralement, l'état général n'est pas fortement atteint ou n'est pas forcément atteint. L'animal peut garder toute sa vitalité, toute sa vivacité, il joue, il bouge, il court, mais généralement, il paraît plus ou moins dans un état apathique, mais légèrement. C'est pas comme dans le cas d'une diarrhée aiguë où la prostration, elle est souvent importante et bien remarquable. Donc, une asthénie plus ou moins marquée mais ce qui y est frappant souvent, ce que cite le propriétaire au cours de la consultation, c'est surtout donc l'appétit qui peut être dysorexique. Donc, l'animal peut être facilement dysorexique, un appétit capricieux et une modification aussi sur le poids où le propriétaire remarque que l'animal maigrit davantage. Donc, avec le temps, donc il y a un amaigrissement qui va s'installer progressivement. Donc ça, c'est généralement pour répondre à la première question, la durée d'évolution. Est-ce que c'est une diarrhée aiguë? Est-ce que c'est une diarrhée chronique? Et on vient de définir ces deux caractères. Maintenant, je vais passer à la deuxième question, l'origine. Est-ce que cette diarrhée, elle est d'origine intestin grêle ou origine du côlon? C'est pour cette raison, je vais vous citer certains points très importants. Donc, si vous voulez, donc c'est en fonction de l'aspect. C'est-à-dire les diarrhées qui ont comme origine l'intestin grêle, donc là ça peut être aigu ou chronique, mais l'origine intestin grêle, c'est des diarrhées généralement qui se caractérisent par une altération de l'état général, c'est-à-dire le retentissement. Je veux dire le retentissement, excusez-moi, donc je vais dire que le retentissement sur l'état général, il est important. Donc on va remarquer que l'état général est quand même altéré, le chien ne va pas bien, le chat ne va pas bien. Fréquence de la défécation, elle augmente, elle est importante. L'aspect des matières fécales, il est souvent liquide, qui n'est pas moulé, donc c'est souvent du liquide qui sort directement en splash. Et ça contient souvent des grumeaux ou des aliments non digérés. La présence du sang, elle est possible. Mais dans ce cas-là, si le sang est contenu dans la lumière de l'intestin grêle, il sort souvent noirâtre. C'est souvent des diarrhées marron, brunes ou noirâtres parce que le sang a été digéré par donc, la flore bactérienne. Le volume des matières fécales, il est toujours augmenté. Et souvent, lorsque la diarrhée elle a comme origine l'intestin grêle,
on remarque souvent que il y a des symptômes qui sont associés. C'est-à-dire, il y a des symptômes supplémentaires, souvent visibles, ou que le propriétaire mentionne. Les vomissements, une polydipsie, des borborigmes intestinaux qui sont perçus à l'auscultation de l'abdomen d'une façon très importante, une distension abdominale suite à la retention de gaz, plus ou moins une gêne ou une douleur à la palpation. Si je pars vers les diarrhées qui ont comme origine le gros intestin, le côlon, donc les conséquences sur l'état général, ou ce que j'appelle moi le retentissement sur l'état général, ou l'importance de l'altération de l'état général est faible. Donc dans les diarrhées qui ont comme origine le côlon, donc généralement l'animal garde quand même un certain état général plus ou moins acceptable. Donc l'altération de l'état général ou les répercussions des diarrhées qui sont d'origine du côlon sur l'état général sont faibles. La fréquence de la défécation, elle est très augmentée, c'est-à-dire que l'animal éprouve un besoin plus important que dans le cas des diarrhées de l'intestin grêle pour déféquer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on dit souvent, que les diarrhées, lorsqu'il y a une atteinte du côlon ou des diarrhées d'origine du côlon, elle est souvent accompagnée d'épreintes. Donc, d'épreintes, une difficulté à la défécation, avec un besoin important à la défécation et des fois des douleurs même au moment de la défécation. Deuxième point, ou troisième point, l'aspect des matières fécales. Donc, contrairement aux diarrhées de l'intestin grêle qui sont trop liquides, donc et qui contiennent parfois des grumeaux, des glaires et des aliments non digérés, là, dans les diarrhées du côlon, elles sont moulées, d'accord, en tas, et ressemblent souvent d'ailleurs à ce qu'on appelle une bouse de vache. Donc, ça ressemble à les matières fécales d'une vache. Elles sont moulées en tas. Et elles contiennent souvent des fibres ou ce qu'on appelle des filaments de mucus. Si le sang est présent, ce qu'on appelle au niveau du côlon, donc là, généralement, il va ressortir accompagné des matières fécales, donc d'une façon fraîche. Donc c'est du sang frais, c'est du sang rouge et non digéré. Volume des matières fécales, il est normal et peut être augmenté. Parmi les symptômes qu'on trouve associés à des diarrhées du côlon, donc on peut trouver l'épreinte, le ténesme et la flatulence, et une émission de gaz, des ténesmes donc et des épreintes, c'est-à-dire une difficulté à la défécation accompagnée d'une sensation d'une douleur et accompagnée d'un besoin très important, très fréquent de déféquer. Donc ça, si on retient ces facteurs clinique important, on pourra facilement, cliniquement, rien qu'en détaillant le caractère de cette diarrhée, on peut comprendre à peu près on est dans quel secteur. Est-ce que c'est une origine de l'intestin grêle ou c'est une origine du gros intestin? Bien sûr, je vous ferai une parenthèse ici, ce n'est pas forcément que si vous avez un aspect diarrhéique chez un chien qui va vous orienter vers une atteinte de l'intestin grêle, ce n'est pas forcément que l'intestin grêle est lui-même lésé. Ça peut être une lésion organique de l'intestin grêle, comme ça peut être une atteinte d'un autre organe qui a perturbé le fonctionnement de l'intestin grêle et ça a donné une diarrhée d'origine intestin grêle. Cela va de même pour celle du côlon. Maintenant, j'ai terminé à peu près avec donc la consultation clinique sur le plan symptomatologique. Je vais partir sur le plan physiopathologique. C'est-à-dire, une fois qu'on a répondu à la question, donc, l'évolution, donc, est-ce que je suis en face d'une diarrhée chronique ou d'une diarrhée, donc, aiguë chez ce chien-là, ou ce chat. La deuxième question, est-ce que cette diarrhée, elle a origine intestin grêle ou comme origine gros intestin? Je vais passer à l'analyse physiopathologique de cette diarrhée. Donc, afin que je puisse comprendre et me rapprocher à peu près donc, de son étiologie. Donc, physiopathologiquement, il existe 4 mécanismes déclencheurs d'un syndrome diarrhéique et qui peuvent
être également plus ou moins associés. C'est-à-dire, il y a 4 phénomènes physiopathologiques qui sont inducteurs d'une diarrhée, que ce soit au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du côlon, et qui peuvent parfois même intervenir les 3 ou les 4 ou les 2. Je vais commencer par les détailler, un par un. Donc, on parle en premier lieu du premier type, diarrhée osmotique. Une diarrhée osmotique, c'est une diarrhée provoquée par une diminution de la résorption d'eau. C'est-à-dire, donc ici, il y a un phénomène qui empêche que l'eau soit absorbée par la lumière intestinale. Donc, la résorption de l'eau se trouve limitée par la persistance de substances osmotiquement actives dans la lumière du côlon. C'est-à-dire que la diarrhée osmotique, c'est souvent une diarrhée physiopathologiquement qui prend naissance au niveau du côlon. Elle concerne essentiellement le côlon. Deuxième des points, c'est une diarrhée osmotique parce qu'il y a une substance, une matière qui se trouve dans le côlon et qui va exercer une action osmotique qui va empêcher une résorption ou ce qu'on appelle une réabsorption de l'eau au niveau de la lumière ou une récupération de l'eau au niveau de la lumière du côlon. Ces substances qui peuvent intervenir dans ce phénomène peuvent être soit des matières non digestibles, c'est-à-dire des matières alimentaires donc qui ont été mal digérées par l'animal ou l'animal est incapable de les digérer, ou des matières directement non alimentaires, ou des médicaments qu'on a donnés par voie orale à l'animal vont se concentrer dans la lumière du côlon et ça va donner ce qu'on appelle cette matière activement osmotique, soit des nutriments non digérés, c'est-à-dire une mauvaise digestion et surtout une indigestion qui peut être due par exemple à un changement important du régime alimentaire ou là une modification brutale du régime alimentaire du chien. Par exemple, je vous donne un exemple très fréquent chez nos propriétaires. Il y a certains propriétaires qui font des trucs un petit peu bizarres ou des recettes fait maison un peu bizarres. Et par méconnaissance, parce qu'ils croient que l'animal a les mêmes, ce qu'on appelle, a les mêmes sensations gustatives que l'être humain, et il éprouve, soi-disant, un besoin de goûter à l'aliment. Or, c'est faux. Par exemple, des propriétaires qui préparent un aliment à l'animal et qui y ajoutent par exemple de l'huile, du sel, ils ajoutent des épices, donc, ou généralement ils amènent des déchets alimentaires de restauration qui contiennent des épices, des matières et ça va donner ce qu'on appelle une sorte de matière alimentaire qui contient des molécules osmotiquement actives et qui peuvent être l'origine de cette diarrhée. Et ce point-là est très important et très fréquemment rencontré en clinique. Donc, soit des nutriments qui sont habituellement absorbés, mais qui ne peuvent plus être digérés normalement suite à une modification de la paroi. Là, c'est-à-dire tout va bien sur le plan alimentaire, le contenu du côlon est normal, mais le problème, c'est la paroi du côlon qui est atteinte par une réaction inflammatoire, par une irritation, par un syndrome cancéreux, par une sorte d'inflammation chronique ou aiguë et qui va modifier sa capacité de réabsorber de l'eau. Donc dans ce cas-là, on assistera alors donc ce qu'on appelle à une diarrhée osmotique. Donc voilà pour le premier type. Il faut faire attention que ce déséquilibre-là, c'est-à-dire si on n'intervient pas et on ne corrige pas donc ce problème, il faut penser toujours à la flore microbienne. La flore intestinale qui est très fragile. Donc dès qu'il y a une modification du contenu de la lumière de l'intestin, la flore microbienne peut facilement changer, elle peut facilement varier, elle peut facilement être modifiée, ce qui va créer ce qu'on appelle un phénomène de dysbiose. La dysbiose, c'est une modification anormale de la flore microbienne, un déséquilibre, ce qui va générer ce qu'on appelle donc une infection secondaire, donc ou une perturbation grave de la digestion. Donc d'un problème simple osmotique, on va tomber dans un problème osmotique, diarrhée osmotique avec modification
de la flore microbienne, fermentation anormale et complications de la situation clinique. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y aura ce qu'on appelle un phénomène d'auto-aggravation, une auto-aggravation du phénomène et un auto-entretien de la diarrhée. Donc, c'est pour cette raison, avec ce élimination de toxines microbiennes, et là, la situation va se compliquer davantage. Mais généralement, ce type de diarrhée n'est pas vraiment assez grave. Donc, il est facile à gérer cliniquement. Donc, il n'a pas besoin souvent d'une intervention typiquement médicale, je veux dire par l'instauration de médicaments, d'antibiotiques et toute la panoplie. Mais généralement, une simple diète de 24 heures, voire même 48 heures, peut gérer la situation. C'est-à-dire, elle peut remettre donc de l'ordre et que cette diarrhée cesse généralement. Mais ça n'empêche pas qu'une surveillance clinique est impérative, c'est-à-dire il faut, en conseillant le propriétaire bien sûr à changer ce régime alimentaire si vous pensez que le régime alimentaire est mauvais. Si vous pensez que le régime alimentaire est mal adapté à l'animal sur le plan racial et sur le plan âge et sa race, donc si vous pensez que le régime alimentaire aussi est complètement erroné, donc il faut avertir le propriétaire, l'informer. Lorsque vous recommandez de faire la diète à votre animal, donc il faut l'informer s'il y a besoin de modifier cette ration alimentaire afin que de rentrer dans l'ordre et de surveiller l'animal, c'est-à-dire un rendez-vous de consultation est bien souhaitable afin de poser la question sur l'évolution, parce que si la complication, comme je vous ai dit, une dysbiose s'est installée en parallèle, là on est parfois obligé d'intervenir médicalement pour régler donc la situation clinique. Donc c'est très important à chercher donc et à surveiller l'animal. Le deuxième type de diarrhée, c'est ce qu'on appelle les diarrhées par exudation ou les diarrhées exudatives. Donc, si vous entendez ce terme-là, vous allez me dire automatiquement il y a un phénomène inflammatoire. Et s'il y a un phénomène inflammatoire, donc il y a une lésion intestinale. Et s'il y a lésion intestinale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle deux phénomènes qui s'installent. L'intestin devient en HS, c'est-à-dire hors service. Il n'y a plus d'absorption de matière ou de nutriments donc par l'intestin. Deuxièmement, fermentation microbienne secondaire, une dysbiose, donc déséquilibre microbien et infection avec auto-aggravation. Donc c'est pour cette raison que ce type de diarrhée, il est accompagné d'une exudation, donc fuite d'éléments plasmatiques, essentiellement les protéines, au niveau de la lumière intestinale, donc une exudation, une fermentation, une infection, donc souvent bactérienne ou secondaire par déséquilibre de la flore microbienne, donc est souvent compliqué par exemple de bactéries très fréquemment rencontrées, c'est Escherichia coli, mais généralement ce type de diarrhée il est souvent rencontré pour l'intestin grêle, c'est-à-dire c'est souvent un type de diarrhée où la lésion se rencontre essentiellement au niveau de l'intestin grêle. Si je vous dis comme étiologie, je vais vous citer un exemple, vous allez automatiquement dire évidemment, c'est la parvovirose par exemple. Donc la parvovirose c'est un exemple typique d'une diarrhée par exudation, elle est hémorragique, il y a de l'exudation, il y a de la fermentation, il y a de la douleur, il y a des lésions intestinales graves, surtout au niveau de l'intestin grêle. Donc c'est pour cette raison, cette diarrhée, elle est souvent d'origine infectieuse, elle peut être aussi d'origine parasitaire et elle peut être aussi donc d'origine métabolique anormale et qui a induit des lésions graves au niveau de l'intestin grêle. Donc c'est une inflammation, une entérite donc de l'intestin grêle avec élimination d'exudats inflammatoires mélangés aux matières fécales et une mauvaise digestion va s'installer avec une auto-aggravation par les fermentations microbiennes et élimination de toxines, et c'est des diarrhées qui sont dangereuses. Pourquoi? Parce que souvent elles peuvent se compliquer d'un syndrome septique, un sepsis, voire une septicémie, parce que la lésion intestinale c'est une porte d'ouverture vers ce qu'on appelle le secteur sanguin et lymphatique, et ce qui va permettre donc une localisation sanguine des bactéries, une localisation sanguine des toxines bactériennes émises au niveau de la lumière intestinale, ce qui se complique souvent d'un état de choc septique, voire la mort de l'animal si on n'intervient pas. Donc c'est pour cette raison que les diarrhées exudatives sont des diarrhées à prendre en considération et elles sont très très importantes.
Donc, je continue. Donc, c'est pour cette raison, toutes les entérites, on peut dire sur ça que toutes les entérites aiguës ou chroniques d'origine diverse, infectieuses, néoplasiques, parasitaires, toxiques, occlusives, atteinte des organes qui interviennent dans la digestion, par exemple une hépatite aiguë, une pancréatite aiguë, une gastro-entérite aiguë hémorragique, par exemple dans le cas d'une parvovirose, tout ça donc va se traduire automatiquement par ce qu'on appelle une diarrhée par exudation. Entre parenthèses, il y a un cas particulier de ce type de diarrhée, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une entéropathie exudative. Quand le terme d'entéropathie exudative signifie qu'il y a eu un phénomène inflammatoire chronique au niveau de l'intestin grêle et qui a laissé des séquelles ou qui évolue d'une façon chronique et qui va créer ce qu'on appelle une entéropathie chronique avec fuite de protéines au niveau de la lumière intestinale. Donc, c'est pour cette raison que les animaux qui souffrent de ce syndrome-là d'entéropathie exudative, qui est un symptôme chronique, qui est une diarrhée chronique, donc vont souffrir d'un amaigrissement progressif, parfois qui se complique d'une chute de la pression oncotique et des acides. Donc, d'ailleurs, j'ai cité ça dans la vidéo précédente. Donc, c'est pour cette raison que c'est ce qu'on appelle le phénomène des entéropathies. On peut rencontrer ce phénomène-là, par exemple, donc, dans les cas, par exemple, des animaux âgés, chez les chiens âgés. Les lésions intestinales suite à la complication de certaines pathologies infectieuses aiguës. Par exemple, une parvovirose qui a évolué et puis le chien est guéri de cette maladie, mais elle lui a laissé des traces lésionnelles au niveau de l'intestin grêle qui a perdu une certaine capacité de fonctionner correctement au point de perdre des protéines du plasma vers la lumière intestinale. Donc, des lésions, des pathologies métaboliques extra-digestives avec répercussions sur la fonction intestinale, par exemple l'insuffisance rénale, j'ai bien expliqué ça tout à l'heure, ou hépatique aiguë, les cholécystites, les pancréatites chroniques, l'insuffisance pancréatique exocrine, le parasitisme digestif chronique. Tout ça, ça va créer des lésions au niveau de l'intestin par la présence soit de matière anormale, donc ou d'une mauvaise digestion suite à une atteinte de ces organes-là. Donc tout ça va créer une sorte de perturbation au niveau du phénomène d'absorption au niveau intestinal au point de provoquer une fuite, donc une exudation donc entérique chronique chez l'animal. Ces symptômes les plus particuliers, c'est bien une diarrhée persistante et permanente dans le temps avec un amaigrissement très très important. Donc, en grosso modo, à la différence des diarrhées d'origine osmotique, la diarrhée d'origine exudative, elle est très importante à prendre en considération. C'est-à-dire, on ne joue pas avec ça, c'est qu'il faut vraiment trouver l'étiologie et engager un traitement médical. Donc l'intervention médicamenteuse et médicale en général, que ce soit une réanimation, une fluidothérapie et une instauration de médicaments à base d'antibiotiques, donc lutte contre le choc septique, tout ça doit se faire donc dans le cadre d'une diarrhée exudative. Bien sûr, après avoir déterminé l'étiologie et son mode d'action. Le troisième type de diarrhée sur le plan physiopathologique, et donc c'est pour cette raison la diarrhée exudative, une diète ne suffit jamais. C'est-à-dire il ne faut pas s'amuser à conseiller uniquement le propriétaire de réaliser une diète chez son animal et de lui dire que ça va tout se régler, ça va se régler automatiquement. Or, c'est faux. Donc, si vous n'intervenez pas, parce que déjà, vous pouvez pas conseiller que ça, parce que vous allez voir que votre animal est dans un état donc qui n'est pas vraiment satisfaisant. Donc, son altération de l'état général fait appel déjà, va vous inciter à intervenir médicalement. Donc, je reviens vers le troisième type d'une diarrhée par hypersécrétion. Alors là, c'est à peu près l'inverse. L'inverse de la diarrhée osmotique. La diarrhée osmotique, c'est que l'eau contenue dans la lumière du côlon ne peut pas être absorbée par la paroi du côlon. Par le contraire, c'est que la diarrhée par hypersécrétion, c'est l'inverse. C'est que l'eau est fuie et perdue à travers les vaisseaux sanguins, donc vers la lumière intestinale. Donc de la circulation intestinale vers la lumière intestinale. Ce type de diarrhée n'est pas très fréquent.
C'est un type très rarement rencontré tout seul. Un chien qui a une diarrhée par hypersécrétion. Et elle est souvent confondue avec la diarrhée osmotique. Ils se ressemblent à peu près, malgré que le mécanisme est différent. C'est pour cette raison ce type de diarrhée n'est pas fréquent. Il est dû à une fuite excessive d'eau et d'ions, bien sûr, des électrolytes, dans la lumière intestinale. Mais généralement, elle concerne souvent l'intestin grêle. C'est une diarrhée souvent intestin grêle. À la suite d'une sécrétion accrue de la muqueuse. Donc, il y a une sécrétion anormale. C'est comme si vous dites à peu près, pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire, c'est comme si je dis tout simplement une inflammation catharale. Si vous entendez ce terme-là, vous allez dire automatiquement, ah oui, une inflammation catharale, c'est souvent au niveau des muqueuses et qui se traduit par une hypersécrétion de ces muqueuses-là. Une réaction à l'inflammation se traduit par une hypersécrétion de liquide de mucus et le mucus contient de l'eau et des électrolytes. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe à peu près au niveau de ce type de diarrhée. Donc, et ça concerne l'intestin grêle. Elle est due à quoi? Par exemple, l'action de différentes toxines microbiennes, par exemple les toxines d'Escherichia coli, donc suite à un déséquilibre alimentaire qui a induit un déséquilibre de la flore microbienne, cette irritation produite par les toxines et cet effet osmotique qu'exercent ces toxines-là, donc vont provoquer une action osmotique inverse, c'est-à-dire que l'eau va fuir donc de la circulation sanguine intestinale vers la lumière intestinale, donc de la paroi de l'intestin vers la lumière intestinale. L'action des acides gras en excès, par exemple, lors des troubles pancréatiques, donc une insuffisance pancréatique, qui se traduit par une insuffisance de digestion de graisse au niveau de l'intestin, une accumulation de ces acides gras va rendre le contenu intestinal très osmotique et cette osmose-là, cette osmolarité élevée va exercer une pression qui va engager de l'eau qui va fuir de la paroi intestinale vers donc la lumière intestinale avec bien sûr une irritation de la paroi et une hypersécrétion de la part de la muqueuse intestinale. Ce type de diarrhée est souvent associé à la diarrhée exudative suite à l'installation de lésions intestinales. Donc c'est pour vous dire que c'est un type de diarrhée qui n'est pas fortement isolé. Il est souvent rencontré associé à d'autres, ce qu'on appelle diarrhée, particulièrement la diarrhée exudative se complique souvent par une diarrhée, donc par hypersécrétion. Le syndrome de malabsorption intestinale provoqué par un parasitisme important aussi, une ascaridiose par exemple chez les jeunes chiots, donc peut être l'origine de ce trouble de diarrhée, c'est-à-dire donc la présence de parasites et leur action sur la muqueuse intestinale peut perturber la flore intestinale, peut perturber le péristaltisme intestinal et peut perturber le fonctionnement de la muqueuse intestinale au point de provoquer une hypersécrétion, une fuite d'eau et d'électrolytes à travers la muqueuse vers la lumière intestinale. Donc un traitement étiologique dans ce cas-là, il est très important. Donc la diète aussi ne suffit pas à corriger le problème. Donc il faut chercher l'étiologie dans l'anamnèse et il faut partir sur un traitement médical, des antiparasitaires, une modification du régime alimentaire. Donc on fait une composition donc d'intervention pour corriger ce problème-là. Le dernier type de diarrhée qu'on va discuter, donc c'est une diarrhée par perturbation de la motricité. Donc on a parlé que de la muqueuse, que du contenu intestinal comme étiologie principale, mais généralement il y a aussi la motilité. Vous connaissez tous que le péristaltisme des intestins est très important, est un phénomène automatique donc et involontaire qui permet la progression du contenu intestinal vers dans tout le tube digestif en général, et le péristaltisme joue un rôle très important donc dans ce qu'on appelle le brassage alimentaire à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'intestin, et deuxièmement il favorise l'absorption intestinale et il permet le contact de la muqueuse avec le contenu de l'intestin et faciliter l'absorption. Donc toute modification du péristaltisme, c'est ce qu'on appelle de l'effet du mécanisme de péristaltisme intestinal, peut également causer une diarrhée. Donc là il n'y a pas une atteinte de l'intestin grêle proprement dit, il n'y a pas une lésion de la muqueuse, mais généralement une modification dans la manière dont les intestins se contractent. Donc, on a deux situations. On a l'hypomotilité intestinale et
Motilité. L'hypomotilité, surtout au niveau du côlon. Hein. Donc, pour le premier type, l'hypomotilité, surtout lorsqu'il s'agit du côlon. Et souvent au niveau du côlon, donc elle peut être à l'origine de ce type de diarrhée. Elle est également aggravée à la suite de la multiplication bactérienne et des toxines bactériennes, donc fermentation microbienne, surtout observé chez les chiens de grande race et âgés. C'est un phénomène qu'on trouve souvent avec l'âge, et souvent des chiens âgés et souvent de grande race, ils sont fortement prédisposés à ça, vers un âge très avancé, 10 ans, 14 ans, donc leur côlon fonctionne très délicatement, très anormalement sur le plan motilité, donc il ne fait pas des contractions normales, ce qui va provoquer une sorte de sédentarité de ces matières-là au niveau du côlon, et cette sédentarité des matières qui ont été digérées par l'intestin grêle et qui finissent leur digestion au niveau du côlon vont provoquer non seulement une fermentation microbienne anormale, une accumulation de gaz et l'existence de toxines bactériennes qui, par la suite, elles-mêmes vont compliquer la situation et vont induire une diarrhée, par exemple, osmotique secondaire. Donc, l'hypomotilité peut favoriser un autre type de diarrhée qui s'installe, par exemple au niveau du côlon, par une diarrhée osmotique suite à l'incapacité du côlon de se contracter normalement et d'acheminer ces matières-là, donc du côlon vers l'extérieur et de terminer même la digestion et l'absorption de l'eau à ce niveau. La deuxième catégorie, c'est l'hypermotricité intestinale de l'intestin grêle. Donc une hypermotilité peut aussi être l'origine de cette diarrhée. Donc chez des chiens par exemple activement nerveux. Donc il y a une certaine catégorie de chiens qui sont hyperactifs, qui souffrent de troubles de comportement, voire une hyperexcitabilité. Le syndrome, ce qu'on appelle HS, ou ce qu'on appelle l'hyperactivité, l'hypersensibilité, donc qui est très connu chez certaines races. C'est une tare, généralement c'est un problème qui est souvent d'ordre génétique, donc qui donne des chiens qui sont hyperexcitables, hypersensibles et qui ont des troubles de contraction musculaire et même des contractions de l'intestin grêle. Des habitudes alimentaires anormales qui sont provoquées par le propriétaire lui-même, donc l'animal qui est nourri n'importe quelle heure, n'importe quel moment, le propriétaire ne respecte pas donc les phases de repos de son chien ou par rapport aux phases d'activité. Tout ça peut créer ce qu'on appelle une hypersensibilité intestinale, une hypernervosité chez l'animal qui peut induire une sorte de nervosité au niveau de l'intestin, ce qui va causer cette hypermotilité et le chien peut souffrir de ce syndrome diarrhéique. Donc il faut aussi dans ce type-là par exemple, il est très intéressant de chercher ce qu'on appelle le comportement habituel de l'animal, c'est-à-dire sur le plan comportemental, comment il est ce chien-là, il fait partie de quelle catégorie, est-ce que c'est un chien de garde, est-ce que c'est un chien de chasse, est-ce que c'est un chien de ce qu'on appelle de maison, donc de salon par exemple. Donc est-ce que c'est un chien qui est mal nourri ou il a des habitudes alimentaires très diverses, donc une alimentation très variée, ou une alimentation au contraire elle est très focalisée, très canalisée, des quantités sur le plan quantitatif, comment le propriétaire procède à cette distribution alimentaire. Donc ça n'empêche pas aussi que ce type de diarrhée ou d'autres types de diarrhée peuvent exister même chez des chiens qui sont bien entretenus. Je veux dire, ça veut pas dire que un chien qui présente une diarrhée ou un chat qui présente une diarrhée peut signifier forcément que le propriétaire l'entretient mal. Non, au contraire. Ça peut être un chien ou un chat qui est très très bien au contraire entretenu et que son alimentation, elle est très bien gérée, par exemple, ou elle est excessivement gérée. Par exemple, si je prends un exemple d'un chien qui vit à l'intérieur de la maison, il est susceptible que des propriétaires peuvent lui donner tout et n'importe quoi. Donc du chocolat, des conserves, des biscuits, il peut manger du sucre, des sucreries, donc des aliments qui ne sont pas logiquement intégré dans son régime alimentaire. C'est pour cette raison, je reviens vers un point très important, c'est bien
l'anamnèse. Il faut toujours passer un moment très bien détaillé avec le propriétaire sur le plan anamnésique avant de faire vos conclusions. Là, ça vous évitera de faire des conneries, c'est-à-dire de diagnostic, et d'une autre façon, ça va vous aider de bien vous orienter sur le typage, si on peut dire, physiopathologique de ces diarrhées. Donc, j'espère que c'était clair. Je vais passer à la dernière partie donc de ce cours-là. C'est bien sur le plan thérapeutique. Maintenant, vous allez me poser la question logique. Vous allez me dire, bon, face à ça, comment je peux gérer thérapeutiquement? Donc, vous avez examiné l'animal, vous avez observez les symptômes, vous avez noté toute la symptomatologie, vous êtes convaincu que cet animal-là, chien ou chat, âgé ou jeune, présente un syndrome diarrhéique, vous avez pu cliniquement et grâce à l'anamnèse situer ce syndrome-là sur le plan physiopathologique, sur le plan clinique et sur le plan évolutif. Là, vous pouvez passer bien sûr, si la situation le permet bien sûr, vous pouvez passer à un examen complémentaire. Là, ça ne va pas vous empêcher de faire un bilan sanguin, vous faire un hémogramme, une numération de la formule sanguine, de faire une échographie, de voir un petit peu le contenu de l'abdomen, comment il est. Vous pouvez rencontrer l'hypertrophie du foie, une splénomégalie, une hépatomégalie, une inflammation du pancréas, une inflammation d'un segment intestinal, de tous les segments des intestins, la présence de tumeurs, la présence d'une gestation. Donc l'échographie garde tout son intérêt comme examen complémentaire. Donc celui qui se permet d'avoir un échographe, je le conseille vivement lorsqu'il termine son examen clinique, de passer à cette échographie. Je veux dire par là, il faut pas sous-estimer, parce qu'on a tendance à sous-estimer une diarrhée. C'est-à-dire dire, oh tiens, ce n'est pas grave, c'est juste une diarrhée, allez, je vais lui faire un traitement antibiotique et puis ça ira au bout de quelques jours. Ça va rien vous coûter, au contraire, si vous disposez du matériel nécessaire, ça ne coûte rien de faire également une échographie, explorer un petit peu l'abdomen, voir un petit peu ce qui se passe, ça va vous porter que un bonus supplémentaire qui va vous rendre de plus en plus sûr de votre diagnostic clinique. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, si je pars sur le plan thérapeutique, bien sûr, il n'y a pas 36 milliards de solutions, c'est simple. Donc là, si on est en face d'une diarrhée exudative, je viens de le citer, c'est important, c'est sérieux. Il faut passer à un traitement. Donc ça peut aller d'une fluidothérapie, d'une réanimation vers une prise en charge totale, c'est-à-dire une hospitalisation et des soins réguliers, surtout s'il s'agit par exemple d'une infection grave telle que la parvovirose. Donc, s'il s'agit d'une diarrhée osmotique, là, vous pouvez tenter une diète et de revoir l'animal par la suite et de poser la question au propriétaire, est-ce que ça va ou ça va pas? S'il s'agit d'une diarrhée, d'une hypersécrétion, il faut tenter également la diète et de faire un traitement complémentaire, fluidothérapie, antibiothérapie, et de voir l'évolution de la situation. Si c'est une diarrhée par perturbation de la motricité intestinale, là, il faut conseiller le propriétaire de modifier le régime alimentaire afin qu'il soit un petit peu acceptable en fonction de la situation de l'animal. Donc, en grosso modo, si je peux vous résumer sur le plan thérapeutique, tout dépend fortement de la nature de la diarrhée. Elle est aiguë et chronique, et surtout de sa cause primaire et de sa localisation, intestin grêle ou du côlon. Je viens de dire ça déjà. Ainsi qu'aux atteintes secondaires des organes voisins intervenant dans la digestion. Est-ce qu'il y a une atteinte hépatique? Est-ce qu'il y a une atteinte pancréatique? Donc, il faut traiter le foie, il faut traiter le pancréas. Donc, dans ce cas-là. Donc, il faut se rappeler que l'origine des sécrétions digestives se produit dans les premières voies digestives et l'intestin grêle. L'absorption des nutriments se produit dans l'intestin grêle essentiellement. La résorption de l'eau dans l'intestin grêle, puis dans le côlon.
C'est pour cette raison, il faut toujours se rappeler de ça, sur le plan physiopathologique. Donc, si je parle, si je veux vous donner des conseils, donc, avant tout, situez-vous. Diarrhée aiguë ou chronique. 2. Côlon ou intestin grêle. 3. Osmotique exudative par hypersécrétion ou par hypomotilité. Et là, vous vous engagez dans le traitement. Avant de vous engager dans le traitement, essayez de jeter votre observation sur l'état de l'animal. Si votre animal paraît fortement altéré, là, il ne faut pas vous poser 36 milliards de questions, passez à une réanimation, fluidothérapie d'entretien ou de restauration liquidienne. D'accord? Donc, afin de réanimer votre animal et de le rendre en condition optimale pour continuer le traitement. Donc, ce n'est pas pour une parvovirose que vous allez modifier le régime alimentaire sans faire un traitement médical. Ça paraît complètement erroné et bête. D'accord? Il ne faut pas également sous-estimer le syndrome diarrhéique. Je viens de dire ça. Donc, si vous sentez que c'est nécessaire d'intervenir médicalement, donc informez le propriétaire et intervenez médicalement. Je veux dire fluidothérapie, antibiothérapie, hépatoprotecteur, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier aussi qu'en traitant l'animal, il faut penser à son régime alimentaire, modifier son régime alimentaire. Si vous voyez que c'est important de modifier le régime alimentaire ou d'arrêter complètement l'alimentation qui a été donnée par le propriétaire est nécessaire pour sauver la vie de l'animal et éviter des complications graves, faites-le et informez le propriétaire. Si vous voyez que après ce traitement thérapeutique, donc il faut un petit peu alléger le régime alimentaire sur le plan quantité, qualité et fréquence de distribution, il faut informer également le propriétaire. D'accord? C'est très important. Donc, je vais vous citer en dernier lieu une petite partie que j'ai pu à peu près résumer parce que sincèrement, je veux toujours donner une information très simple. Ça ne sert à rien de compliquer la situation et de citer des syndromes un petit peu extraterrestres ou très rares chez le chien afin de passer le message. Je préfère donner mes idées d'une façon trop simple afin que un débutant, si je peux dire, peut facilement gérer une situation clinique pareille. Donc, écoutez bien, donc dans le cas de diarrhée aiguë, généralement, on a cité des symptômes, je vais vous les résumer si on peut dire. Donc, les symptômes, signes généraux fréquents et variables, suivant la cause, c'est-à-dire fièvre, déshydratation, anorexie, voire même un état de choc, hypovolémique dans des cas avancés. On a l'aspect des selles, on les a expliqués, ce qu'on appelle l'aspect des matières fécales, leur caractère, donc je les ai expliqués tout à l'heure. Les signes abdominaux, donc on a des vomissements, lorsqu'il s'agit d'une gastro-entérite aiguë par exemple, douleur à la palpation de la paroi abdominale, distension de la paroi abdominale, des coliques avec douleur chez l'animal et des souffrances chez l'animal sont souvent accompagnatrices, ce qu'on appelle donc d'un syndrome de diarrhée aiguë. D'accord? Pour la conduite thérapeutique dans le cas d'une diarrhée aiguë, 1. Déterminer la cause primaire, étiologique. 2. Traitement spécifique si nécessaire, selon l'étiologie primaire. 3. Une fluidothérapie. Je vous la conseille vivement. Il ne faut pas hésiter aussi. Même, je dis bien même, si l'animal paraît normal. Il a un syndrome de diarrhée aiguë, il a une petite fièvre, mais généralement sur le plan vivacité et mouvement, il fait des mouvements, il bouge, il ne paraît pas déshydraté. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier que ça peut évoluer d'une heure à l'autre. Ça peut évoluer de 24 heures à une deuxième 24 heures. Donc en 48 heures, l'animal peut revenir dans un état autre qu'il a été reçu en première consultation. C'est pour cette raison, une fluidothérapie est toujours la bienvenue dans cette situation-là. Je parle d'une fluidothérapie bien sûr classique en utilisant les cristalloïdes isotoniques en général, glucose et salé.
Antibiothérapie à spectre large et souvent des produits qui se localisent au niveau de l'intestin, surtout si l'animal présente bien sûr une fièvre. Une réalimentation progressive, c'est-à-dire conseiller le propriétaire après chaque séance thérapeutique, tout dépend combien ça prend, donc de temps. Donc conseiller de faire une diète stricte par exemple pendant 24 heures à 48 heures, surtout s'il s'agit si vous suspectez une diarrhée au niveau de l'intestin grêle. Bien sûr, gardez toujours en esprit qu'il ne faut pas supprimer l'eau. L'animal doit se réhydrater, même s'il a un syndrome diarrhéique et qu'il a une soif intense, il ne faut pas s'amuser à dire tiens, pour arrêter cette diarrhée, j'arrête tout, l'eau et l'aliment. Ça, c'est une erreur grave qui coûte la vie à cet animal. Donc, une diète pendant 24 heures à 48 heures, elle est très importante si la diarrhée, elle est d'origine intestin grêle. Une réalimentation très progressive, souvent utiliser des aliments facilement digestibles, par exemple riz, très cuit, viande de poulet, les viandes blanches, mixées ou distribuées directement à l'animal sous forme de petits repas pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'animal se rétablisse convenablement. Ce régime de convalescence sera maintenu jusqu'au retour à l'état normal des matières fécales. Puis, on instaure le régime habituel en fonction de ce que mangeait l'animal d'une façon très progressive afin d'éviter ce qu'on appelle, si on peut dire, afin d'éviter une dysbiose nouvelle et une nouvelle donc manifestation diarrhéique. Il faut penser aussi qu'il y a certains chiens qui peuvent plutôt présenter une réaction allergique à certains aliments. C'est-à-dire si le propriétaire vous cite qu'il a utilisé par exemple un certain type de croquettes et que ces croquettes-là ont provoqué une réaction de vomissement et de diarrhée avec donc des troubles cutanés chez son animal, là il peut s'agir d'une allergie d'ordre alimentaire. Donc il faut faire attention à changer donc l'aliment. Dans le cas de diarrhée chronique, les symptômes, on les a cités, mais je vais les répéter brièvement. État général qui n'est pas forcément trop altéré, mais l'amaigrissement progressif est toujours présent et parfois trop important. Les matières fécales, on a dit, je les ai expliquées tout à l'heure, donc j'ai dit qu'ils sont sous forme de bouse, elles sont molles et qui ne sont pas de volume très très important, donc elles contiennent souvent une odeur rance et souvent elles peuvent être riches en lipides, ce qu'on appelle un état de stéatorée, donc surtout brillantes parce qu'elles contiennent des lipides comme de l'huile qui a été versée sur ces matières fécales, surtout lorsqu'il s'agit d'une atteinte du pancréas. Le traitement d'une diarrhée chronique, elle est essentiellement spécifique. Il est essentiellement spécifique en fonction de l'étiologie primaire, mais pour la diarrhée chronique, on intervient différemment. C'est-à-dire si pour une diarrhée aiguë, on intervient souvent médicalement puis diététiquement, pour une diarrhée chronique, on intervient inversement. C'est beaucoup plus diététiquement puis médicalement. Donc, on se base sur la modification du régime alimentaire, que ce soit qualité, contenu, quantité et mode de distribution. Deuxième des choses, on se base également sur un déparasitage. Là, d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Il ne faut pas bien sûr s'amuser à déparasiter l'animal atteint d'une parvovirose et lui faire un déparasitage. C'est une erreur grave. Je ne parle pas de ça du tout. Dans les diarrhées aiguës, traitez l'animal avant. Puis, si dans le cas où l'animal commence à se rétablir correctement et vous contrôlez, et vous sentez que vous contrôlez, maîtrisez correctement ce syndrome-là sur le plan médical, passez par la suite à un déparasitage. Mais pour une diarrhée chronique, c'est ce qu'on appelle un traitement de première intention. Yani, je vous conseille, face à un état de diarrhée chronique, donc conseillez avant tout ou réalisez un déparasitage interne. Puis, essayez de consulter ce chien-là après 2 jours, 3 jours, 1 semaine et de voir est-ce que son état s'est amélioré suite à un déparasitage ou non. C'est juste pour écarter l'hypothèse d'un parasitisme. Mais il ne faut pas faire ça dans le cas des diarrhées aiguës. Il faut chercher, traiter, et si vous souhaitez faire un déparasitage, ce n'est pas dans les premiers temps. D'accord? Parce que les atteintes de l'intestin grêle peuvent être assez graves et que le déparasitage va vous compliquer la situation clinique. Il faut faire attention, c'est un point que je conseille vivement
donc de respecter. Deuxième des choses, n'oubliez pas que certains antiparasitaires ont un cycle entéro-hépatique. Donc, face à une situation critique où l'animal a des lésions graves de l'intestin grêle, surtout dans le cas des diarrhées exudatives, là vous risquez de provoquer une toxicité médicamenteuse. Donc il faut faire très attention. Donc par contre, dans les diarrhées chroniques, le problème ne se pose pas. Donc première intention, c'est de déparasiter l'animal. Donc, poser des questions sur le régime alimentaire et modification du régime alimentaire, je vous ai dit, soit quantité, qualité, quantité et mode de distribution, ou de changer carrément donc la nature de l'aliment, si la nécessité l'exige. Et par la suite, bien sûr, consulter l'animal et on peut également associer ce suivi thérapeutique par ce qu'on appelle des médicaments qu'on peut ajouter, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'animal est traité pour sa diarrhée chronique, on peut ajouter des antibiotiques qui sont souvent donnés par voie orale pour rééquilibrer ce qu'on appelle la balance microbienne. Donc actuellement même, on utilise souvent des probiotiques qui sont même vendus donc à l'étranger et qui sont spécifiquement donnés aux animaux lorsqu'ils passent par exemple par un épisode diarrhéique. C'est une sorte d'ensemencement. Donc des probiotiques, c'est comme l'exemple, c'est comme Activia humain par exemple, donc qui va donc rééquilibrer donc la flore microbienne. Donc là aussi on utilise ça pour les chiens et les chats afin de rééquilibrer, surtout s'ils ont subi un traitement antibiotique important. Donc pour rééquilibrer leur flore microbienne à nouveau, on utilise ces probiotiques qui sont incrustés plutôt, ajoutés à leur eau de boisson ou à leur alimentation. C'est des poudres, souvent ça se vend sous forme de poudre. Ça existe même chez l'être humain. Donc, je reviens sur certains antibiotiques qui peuvent être utilisés, anti-infectieux, par exemple le Flagyl, très recommandé. Je l'utilise fortement pour des chiens qui ont ce qu'on appelle des diarrhées chroniques. Moi, voire même, je l'utilise même pour des animaux qui ont des diarrhées aiguës, afin de gérer un petit peu localement donc l'infection. Donc le métronidazole à raison de 12 à 15 mg par kg 2 fois par jour. Donc maximum de traitement c'est environ 4 à 5 jours. Les sulfamides aussi 10 à 15 mg par 3 fois, 2 à 3 fois par jour, pendant au minimum 4 à 5 jours. On peut utiliser du hercifuril qui est un produit humain antibiotique, donc 10 mg par kg 2 fois par jour, un traitement d'au minimum d'une semaine. On peut aussi utiliser des antidiarrhéiques, des produits qui ont une action spasmolytique, qui réduisent le spasme, ce qu'on appelle les spasmes intestinaux. Donc par exemple l'opéramide ou l'imodium 0,1 mg par kg 3 fois par jour. Le calmagine, vous connaissez tous le métamizole dipyrone utilisé en médecine vétérinaire, souvent sous forme injectable. Le périphénial aussi, le bromure de pyridinium, donc qui est utilisé aussi sous forme injectable. On peut utiliser aussi le Riabal humain, donc sous forme injectable ou sous forme de comprimé. Tout ça, c'est pour apporter juste un soulagement symptomatique aux intestins et éviter des spasmes importants qui peuvent induire ce qu'on appelle cette diarrhée. Bien sûr, n'oubliez pas aussi un point très important, je reviens, dans la gestion en général des diarrhées, qu'elles soient chroniques ou aiguës, il faut toujours donc se renseigner sur le mode de vie de l'animal. Des fois, je vous jure sur parole qu'il y a certains types de diarrhées que une fois les conditions de vie de l'animal ont été modifiées ou les conditions d'entretien de l'animal ont été modifiées, je veux dire améliorées, donc tout est rentré dans l'ordre sans aucune intervention médicale. C'est-à-dire la théorie de l'antibiotique antiparasitaire et anti-inflammatoire injecté à tort et à travers d'une façon aveugle, sans aucune analyse physiopathologique ni une investigation clinique, elle est archi fausse. C'est une erreur non seulement pour le vétérinaire parce que là il fait donc un traitement mécanique sans aucun renseignement logique, et ce n'est pas bon pour l'animal qui est dosé et qui est
donc surmenés par des traitements, et là on favorise des résistances microbiennes, on favorise des atteintes organiques secondaires, et on peut tomber ce qu'on appelle dans l'aggravation de la situation clinique de l'animal et la mort de l'animal, et là ça sera par une mauvaise conduite thérapeutique. Donc il faut toujours passer logiquement, par ordre de logique, l'anamnèse, mode de vie. Il y a certaines, je viens de le citer, il y a juste une modification de l'alimentation peut provoquer ce qu'on appelle donc un rétablissement donc spectaculaire. Il y a des situations où il faut aller loin, ou une réanimation, hospitalisation. Il y a aussi des situations qui nécessitent un suivi régulier pour l'animal. Donc j'espère que c'était clair. Je vous ai pas trop malmené par les informations. Donc je reviens toujours sur le plan que ces vidéos sont fortement donc destinées essentiellement aux étudiants de 4e année. Donc, et je tiens aussi toujours à simplifier la situation et simplifier les informations que je donne afin qu'elles soient donc facilement absorbables par les esprits et que facilement donc mises en clinique. C'est-à-dire que facilement certains donc ceux qui comprennent ce cours-là peuvent facilement gérer ce qu'on appelle un syndrome diarrhéique chez le chien. Bien sûr, l'antibiothérapie, l'usage des antibiotiques, l'usage des anti-inflammatoires et tout dépend donc des connaissances pharmacologiques de l'individu, donc afin d'éviter ce qu'on appelle des antagonismes et des surdosages qui peuvent être fatals à l'animal. Donc il faut faire attention donc à bien gérer la situation clinique de l'animal, et toujours le suivi régulier de l'animal est une clé pour la réussite, ce qu'on appelle pour obtenir la guérison, une bonne satisfaction, non seulement par rapport au propriétaire, pour le vétérinaire lui-même, et ainsi un rétablissement pour nos amis les chiens et les chats. Donc à la prochaine vidéo, c'était Dr Slimani Khaled avec vous.